Donc, on est une association à l'origine, en 2009, ça a été créé. Cette association a été créée, alors même les microphones, vous pouvez éteindre vos vidéos et vos microphones, et puis vous les remettez quand vous voulez intervenir. Comme ça évite les bruits de parasites. Sur les tables, on a toujours des feuilles de papier à déplacer et ça fait du bruit pour tout le monde, quoi. Donc vous pouvez fermer la vidéo. La vidéo, ça soulage un peu le débit. Bon, on n'a pas de problème de débit, mais voilà, pour le principe. Donc l'association a été créée en 2009. Je l'ai créée en 2009 à la suite d'une publication qui a été faite où j'ai contribué, mais comme une quinzaine d'autres chercheurs bien connus. Et cette publication a été faite, je vous la montrerai tout à l'heure. Anaé, voilà, je vous la montrerai tout à l'heure à l'écran. Cette publication a démontré, c'était même une étude, puisque il y avait eu 5 ou 6 laboratoires de recherche qui ont participé à cette étude. Cette étude a conclu que la dyscalculie n'existe pas. C'est-à-dire, vous connaissez, vous avez tous entendu parler, et les enseignants, les orthophonistes utilisent ce terme-là. On ne devrait plus l'utiliser. Donc on a montré en 2009 que la dyscalculie... On n'a pas pris position sur les autres dysfonctionnements, et on ne dit plus dysfonctionnement, maintenant on parle de troubles. Mais voilà, nous on s'occupait de maths, et on a démontré que la dyscalculie n'existait pas. On a fait passer le message à l'éducation nationale. L'éducation nationale a confirmé notre étude en disant qu'on ne doit plus utiliser le terme de dyscalculie, mais le terme d'innumérisme. C'est pour ça qu'on communique sous le terme d'innumérisme pour expliquer les éventuelles difficultés des enfants. Voilà. Donc, ces difficultés, vous les connaissez, les médias font l'écho chaque fois qu'il y a une étude qui paraît. Le gros problème en France, vous le connaissez, c'est les difficultés sociales et c'est l'écart qui existe, qui est de plus en plus grand entre, on va dire, les élèves de banlieue ou de campagne profonde et puis les élites. Bourdieu avait vu ça il y a 20 ou 30 ans, et c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est ça le principal problème de la France, c'est ça, c'est l'écart qu'il y a entre on va dire, les bons élèves et les élèves qui ont plus de difficultés. Il y a même des études qui ont paru en 2015 où on plaçait la France en CM1, mais il y avait un problème malgré tout d'écart d'âge, c'est-à-dire que les autres pays avaient 6 mois de plus dans les conditions où a été faite l'enquête. Les autres pays avaient 6 mois de plus, et ça compte 6 mois quand on est en CM1. Donc voilà. Mais la France se retrouvait dans cette enquête au dernier rang en maths, en CM1. C'est fou, et donc, voilà. Mais ça tient aussi à d'autres choses qu'il ne faut pas se cacher. 90% ou 95% des profs des écoles en France sont issus de psycho, de histoire géo, de lettres, et donc n'ont pas de culture scientifique, et pour la plupart, ils ont été en échec en maths quand ils étaient au collège ou au lycée, et donc ça se retrouve. C'est difficile d'enseigner une matière que l'on a
un peu négligé quand on était à l'école. Donc, bon, on reparlera, par exemple, quand je fais des formations de profs des écoles, hein, quand il y a 20 enseignants et que je parle de la retenue dans la soustraction, il y en a toujours un qui lève la main et qui dit « Vous savez quand est-ce que j'ai compris le sens de la retenue dans la soustraction ?» Je fais l'innocent et je dis « Non. J'ai compris ça à l'ESP, hein, c'est-à-dire à l'école, qu'on appelait l'IUFM. Et à ce moment-là, la moitié de la salle lève la main, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça veut dire que ces enseignants eh bien, ont appris la soustraction par automatisme, parce que, bon, malgré tout, ils marchaient à peu près à l'école, mais que ces automatismes, ils n'avaient pas compris le sens de la soustraction. Donc on verra ça aussi. Comment? Oui? Excuse-moi Michel, excuse-moi. Oui? Excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, dites-moi. C'est Christophe ou... C'est Paul. Ah, Paul! Oui, Paul, bonjour. Alors, excusez-nous. On va essayer de se rattraper, Paul. Parce que on a changé les horaires et ça a perturbé beaucoup de monde. Ah, d'accord. Et voilà. Et en fait, vous aviez une invitation à 10 heures. Est-ce que vous avez reçu le boulier, Paul? Non. En Italie, j'ai posté vos bouliers, donc peut-être, bon, il y a eu peut-être un accident chez nous au préalable, et je les ai postés lundi matin en même temps que les bouliers envoyés en Italie. Et ils les ont reçus hier. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a probablement une mer qui nous sépare. Alors, écoutez, là je suis en première, c'est la première séance, donc j'essaierai de vous rattraper le coup dès que vous m'aurez dit que vous avez vos bouliers. On rattrapera le cours pour vous réintégrer au groupe d'Outre-Rhin. Ok? D'accord, mais là, je suis dans le bon cours ou pas là? Non, là vous n'êtes pas dans le bon cours, puisque là on est à la première, regardez au tableau, non vous ne voyez pas le tableau, mais on est à la première séance. Donc je ne vais pas vous garder, ça ne servira à rien, on en a déjà parlé. Donc le plus simple est que vous me rappeliez lorsque vous aurez reçu vos bouliers. Mais autrement, la réunion elle était à quelle heure aujourd'hui? 10 heures. On a changé d'heure on a changé d'heure pour votre groupe et je vous avais bien envoyé un mail, mais vous savez, les mails, on les lit quelquefois en travers. Et donc, le mieux, c'est que vous me rappeliez et on rattrapera le cours de ce matin. Mais je peux venir à 11h là? Enfin, à 10h, non. Ah mais là, vous pouvez rester, mais c'est la première séance, vous l'avez déjà vu. Mais vous pouvez rester, hein. Je suis permis, parce que comme il est 10h ici en Angleterre... Ah oui, en plus, ouais. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a eu le problème. Bon, alors, deux solutions. Soit vous supportez cette séance numéro 1 que vous avez déjà vue. Non, j'ai pas besoin. Non. Voilà, donc à ce moment-là, vous me rappelez, dès que vous avez les bouliers, et on récupère le coup la semaine prochaine, de façon à ce que vous réintégrez le groupe des Allemands. Ok, d'accord. On fait comme ça, Paul? Excusez-moi de vous avoir... Non, je vous en prie. Mais c'est pour ça que je vous avais invité hein, à cette réunion, pour qu'on se mette au clair. Ok, ça marche. Bon, à bientôt, Paul. Et désolé du changement d'heure. Non, mais il y a toujours cet ordre de décalage. Eh ouais. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, Emmanuel, excusez-nous, Emmanuel et Gérard, bon, il y a eu un problème avec nos Anglais, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a probablement une mer qui nous sépare. Hein, parce qu'ils n'ont pas reçu leur boulier, et puis c'est pas les mêmes heures, etc. Bon, voilà, donc on rattrapera le coup
la prochaine fois avec nos amis franco-anglais. Bon, donc je continue, excusez-moi, donc on a pris un peu de temps pour consoler ces Anglais. Alors, sur notre écran, je vais peut-être passer en automatique, diaporama, à partir du début, à partir de ça, voilà, voilà, hop. Alors, ce qui est important à retenir, un peu de théorie pour les parents, il y a des découvertes scientifiques qui sont venues conforter le travail de recherche que l'on avait fait auparavant. Avant 2010, on a essentiellement fait appel aux travaux de Piaget et de Vygotsky. Mais tout ça, ça a été confirmé depuis les années 2010, où il y a eu des expérimentations à l'IRM fonctionnel qui ont confirmé nos hypothèses de travail. Alors, l'hypothèse de travail, c'est de dire que Piaget, dans un tout petit bouquin, si ça vous intéresse, je peux vous donner les références, mais qui est très peu connu, il avait détaillé le processus mental qu'il y a, par exemple, lui, il a fait ça pour la multiplication. La multiplication, c'est une opération qui s'appuie, on va dire, sur l'addition, pour faire simple, et on part de l'addition et on généralise à la multiplication. C'est pas aussi simple, on verra ça à la 7e ou 8e séance. Mais Piaget, il avait eu ce pressentiment et donc il a détaillé le processus de construction, par exemple de la multiplication ou d'une notion mathématique. Il a détaillé ce processus en 2 étapes. Alors, je passe sur les termes de psychologue, puisqu'il devait être psychologue ou sociologue, Piaget. Il utilise les termes de réfléchissement, différenciation. Nous, on utilise le terme de transition. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est scientifique parmi vous, Gérard ou Christophe ou Emmanuel ou l'épouse de Gérard. Non, pas du tout. Pas de scientifique et du côté des Panigoni? Christophe un petit peu, moi pas du tout. Bon, ok. Alors, j'utilise, on utilise le terme de transition. Transition, c'est un terme qu'on utilise en mécanique quantique et ça veut dire le petit passage d'un électron d'un niveau d'énergie à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, transition, ça veut dire un petit passage. C'est pas compliqué, c'est un tout petit passage entre 2 niveaux d'énergie très proches. Voilà, on va dire, et transition, ça parle beaucoup mieux que le terme de Piaget qui dit réfléchissement, etc. Et là, ça, c'est la première étape, transition, donc nous on dit transition, et la deuxième étape, c'est généralisation. C'est-à-dire que pour la multiplication, par exemple, on va faire appel à l'addition qui est connue, ça va être un prérequis, et par le biais de cette transition, et le petit passage va nous conduire à une étape qui est un peu plus importante qu'on appelle la généralisation. Piaget aussi parlait aussi de généralisation, il utilisait d'autres termes, mais voilà. Alors, donc quand on va construire une notion mathématique ou un nombre, eh bien, on va parler de transition et de généralisation. En fait, voilà, il faut savoir que c'est notre modèle, mais que concrètement, vous ne verrez pas la couleur, quoi. On a disserté sur ces 2 étapes. En gros, c'est raisonnement, généralisation, sachant que la généralisation en maths, c'est ce qu'on appelle un théorème, une définition, etc.
Donc, et la transition, en gros, c'est la démonstration. Ces deux étapes dans l'enseignement des maths, bon, au collège, elles sont à peu près respectées. Hein. On démontre et ensuite on généralise. Mais il y a une étape qui est complètement zappée. Et ça, c'est Vygotsky, qui était un auteur, je vais prendre mon téléphone, un auteur du XXe siècle, qui est mort en 1934, et à l'époque de Staline. Donc, ces deux personnages, Piaget et Vygotsky, Piaget, puisque Vygotsky était enfermé en URSS, hein, on va dire, il n'avait pas ses écrits ne sortaient pas d'URSS, Piaget ne connaissait pas Vygotsky. Et Piaget a découvert Vygotsky à la mort de Staline, quand on a commencé à éditer des œuvres russes après l'embargo de Staline. Donc, Piaget ne connaissait pas Vygotsky. Par contre, Vygotsky connaissait Piaget par tous ses écrits qui rentraient en URSS. Hein. Il laissait rentrer, mais il ne laissait pas sortir. Donc, Piaget, Vygotsky le connaissait. Et par ses écrits, bien sûr. Et donc, Vygotsky nous a apporté un éclairage tout à fait nouveau, sous la forme d'une image technique. Bon, aujourd'hui, ça paraît anodin, mais quand il l'écrivait en 1934, c'était un peu révolutionnaire. Vygotsky présente ce qu'il appelle la pensée verbale. Cette pensée, eh bien, quand vous faites du vélo, hein, vous dites « je fais du vélo », mais vous avez en même temps du texte, vous dites « je fais du vélo », attention, il y a des cailloux, je dois freiner, vous avez du texte qui apparaît dans la pensée, hein, dans votre cerveau, vous pensez verbalement, hein, vous dites là je dois freiner, et vous avez aussi les images. Hein, vous voyez le chemin creux avec les cailloux, hein, vous ressentez les vibrations, donc vous avez deux choses. Hein, la pensée verbale, c'est à la fois du langage automatique, hein, quand vous dites je dois freiner, vous n'êtes pas en train de reconstruire la phrase. Hein, vous connaissez ça par cœur, vous avez appris à vous exprimer avec des mots, donc il appelle ça du langage automatique. Ça peut être un poème que vous récitez par cœur sans aucun sens. Là, par contre, quand vous dites je dois freiner, vous donnez du sens. Et la pensée technique, c'est l'image. Vous dites que je dois freiner parce que vous avez vu les cailloux et les rigoles qu'il y a dans le chemin. Donc, la pensée, c'est le chemin est défoncé, je dois freiner. Donc, vous avez les deux. Vous avez le chemin creux qui apparaît et les mots qui apparaissent. Hein. C'est une combinaison des deux. Donc, la pensée verbale, c'est une combinaison des deux. Et cette pensée verbale n'est pas la même pour des enfants et des adultes. Vous imaginez bien que des adultes, il y aura surtout du texte et moins d'images. Si vous avez un enfant de 3 ans qui apprend à se déplacer à 4 pattes ou à 2 anges, eh bien, cet enfant, il va avoir surtout des images et très peu de texte, il ne sait pas parler. Donc, en fait, la pensée verbale, suivant l'âge, eh bien, plus on avance en âge, plus on a de texte et moins d'images, et plus on a quand on est enfant, on a plus d'images. Qu'est-ce qui m'a fait là? Ça, c'est un lien dont je n'ai pas besoin. Voilà. Comme quoi les liens, ça marche.
Alors, on a dans notre modèle, on a installé, on va dire, une notion de stabilité. C'est-à-dire qu'il faut que les images soient stables pour qu'un apprentissage prenne forme. Et on s'appuie sur une découverte récente de Johann Fahrenfort à l'IRM fonctionnel. Il a montré que, bon, je vais aller assez vite hein, parce qu'on n'a pas non plus trop de temps, mais si ça vous intéresse, on retrouve les textes sur les sites de l'association. Alors il y a bien deux sites hein, dans l'association. Le site de l'association et le site d'édition Abacus. Édition Abacus, c'est le bras commercial de l'association. Et on trouve des informations sur les deux sites. Et notamment, vous pourrez utiliser le boulier virtuel. Est-ce que quelqu'un est allé charger le boulier virtuel? Hein? Il y a un boulier virtuel. Je suis pas arrivé à télécharger le boulier virtuel. Hein. Comment? Je n'y suis pas arrivée. Bon, peut-être, alors il faut, quelquefois on ne comprend pas la manip, il faut s'inscrire à gauche, il y a l'écran est partagé en deux, je crois, il faut s'inscrire à gauche avec un mot de passe, etc. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur la partie droite et vous mettez votre identifiant et votre mot de passe, et ça apparaît. Hein. Il faut faire la technique en deux étapes. Hein. D'abord vous inscrire et immédiatement après vous avez accès. Il ne faut pas oublier le mot de passe. Quoi. Ok. Ok, mais ça fonctionne, pas de problème. Excusez-moi, soit sur le site de l'association, soit sur le site d'Abacus. Donc vous aviez peur de ne pas recevoir vos bouliers, c'est ça? Non, j'avais fait avant de les commander, j'avais commencé déjà. Ah, d'accord, bon. Voilà, mais ça fonctionne bien. Alors, les enfants, vous les faites manipuler au boulier, hein, pas au boulier virtuel. Parce que c'est des clics, et les enfants au boulier, on va vous expliquer que c'est le sens haptique qui intervient. Et le sens haptique, c'est, bon, Bruno, lisez aussi les blogs, on essaye de mettre en place sur Abacus des blogs d'explication, et là on va l'expliquer justement, on explique que le sens haptique c'est le toucher plus le déplacement. Alors vous savez qu'Aristote dit qu'il y a 5 sens, non, il y en a beaucoup plus, hein. La proprioception, etc. Il y a tout un tas de sens qu'on découvre actuellement qui sont absolument indispensables. Et le sens haptique, c'est le sens qui combine le toucher et le déplacement, donc des doigts, de la main. Voilà, alors Fahrenfort, il nous apporte quelque chose de totalement nouveau, qui va à l'encontre de tout ce qui est admis en pédagogie. En pédagogie, on vous dit que la diversité des présentations est source d'enrichissement. Vous comprenez ce que je dis là? La diversité, c'est-à-dire, ah, tu ne comprends pas comme ça, je t'explique autrement. Ah, tu ne comprends pas toujours, alors je t'explique autrement. C'est-à-dire que tout le monde pense que plus on présente d'images ou de modèles aux enfants, mieux c'est. Eh bien, Johann Fahrenfort en 2013 démontre le contraire, à l'IRM. C'est-à-dire que deux images qui sont en concurrence, eh bien, le cerveau, il dit, ah, c'est rouge, 50%, à 50%, c'est vert à 50%, c'est rouge à 50%, c'est vert à 50%, et qu'est-ce qu'il fait, le cerveau?
quand il a deux images en concurrence, d'après vous? Eh bien, il ne choisit pas. Il ne peut pas choisir, puisque le choix, c'est un problème statistique au niveau du cerveau. Et quand vous avez deux choix à 50%, le cerveau ne choisit pas, il efface tout. Et donc, présenter à des enfants tout un tas d'images de la même notion, c'est une catastrophe en fait. Et il faut, et donc ça c'est le point très important de notre modèle, il faut avoir une image. Et après, on peut raccrocher d'autres images. Vous, adultes, ces 5 images ont quasiment le même sens. Vous êtes d'accord? C'est pas perturbant. Aucune de ces images n'est perturbante. Mais pour un enfant, est-ce que ces 5 images ont le même sens? Non. Pour vous, ça dit centre équestre. Pour un enfant, c'est surtout l'image du cheval avec ses 4 pieds, sa crinière, sa tête et sa queue qui va représenter le centre équestre. C'est pas le casque, c'est pas le fer à cheval. Un enfant de 3 ans, il va pas savoir ce que c'est un fer à cheval. Donc, pour un enfant de 3 ans, il faudra une image première qui va être le cheval et progressivement, on va rattacher d'autres images à cette image première. Mais au moins, quand on va lui apprendre le sens du mot cheval, il n'aura qu'une image. Et après, progressivement, on va rattacher la tête du cheval, on va rattacher peut-être les bottes, peut-être, etc. Donc, c'est absolument, et c'est ça qui fait toute l'importance du boulier, c'est qu'on a une image au boulier du nombre. Et on n'en a pas 36 000. Aujourd'hui, quand vous construisez la lecture-écriture, la lecture-écriture au sens de l'apprentissage syllabique, par exemple, eh bien, vous utilisez 26 lettres. La lettre A ou la lettre B, eh bien, vous avez oublié, elle n'a aucun sens, la lettre A et la lettre B. Elle n'a du sens que en construisant des mots. Par contre, au départ, la lettre A, c'était une tête de taureau. La lettre B, c'était une maison. Et, par exemple, progressivement, de l'évolution des syllabes, etc., eh bien, on a fait donner du sens à taureau-maison. Taureau-maison, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, ça voulait dire vache ou bœuf, domestiqué. Puisque le taureau à la maison, voilà. Donc progressivement, la langue a évolué des hiéroglyphes qui avaient un sens unique, un peu comme les caractères chinois, les idéogrammes chinois. Progressivement, donc, on a fait évoluer vers des concepts un peu plus sophistiqués, construits, comme le taureau maison, qui veut dire, ou pas un taureau, il faudrait parler plutôt de comment, alors, les taureaux sauvages, au temps des grottes, on parlait de, j'ai oublié, mais peu importe, ça commence par là d'ailleurs, bon, peu importe, ça peut être les aurochs. Voilà. Le roc, c'est un bœuf sauvage. Et donc à l'origine, bœuf, auroch, maison, ça a signifié bœuf, etc. Et progressivement, on en est arrivé aux 26 lettres de l'alphabet. Eh bien, en maths, malheureusement, la construction, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on construit aujourd'hui le calcul avec 10 chiffres qui n'ont pas de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça n'a aucune signification de quantité.
Ce sont simplement des symboles auxquels on a associé des quantités, mais ça n'a aucun sens. Sauf les trois premiers. En chinois, en mésopotamien, en brahmi, les trois premiers chiffres ont des représentations symboliques qui disent ce qu'est 1, 2 et 3. Hein, 3 traits, etc. Comme les chiffres romains d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas le hasard. C'est que depuis l'Antiquité, on sait que ces trois premiers nombres ont un sens, sont particuliers. Hein. Et les Mésopotamiens notamment ont tout construit à partir des trois premières quantités. Hein. Il se trouvait que c'était les phalanges. Hein. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Hein. Donc, notre échelle logico-arithmétique, eh bien, se construit avec le modèle transition, généralisation, représentation. Et la représentation, c'est une image que l'enseignant ou le tuteur doit proposer. D'où l'intérêt du boulier qui propose une seule image. Ce qui permet de construire, bien sûr, toutes les autres notions après les nombres. Alors, je vais passer un peu rapidement l'image technique de la corde à 13 nœuds qui permet de construire le théorème de Pythagore. Voilà. Alors, il se trouve que on a vu que les trois premiers, regardez sur ce tableau, vous voyez les trois premiers nombres. Bon, j'ai pas le bon enregistrement, c'est pas grave. Les trois premiers nombres des chiffres romains, eh bien, ça a du sens. 1, c'est une barre, 2, c'est 2 barres, 3, c'est 3 barres. Et donc, ces trois premiers nombres, quelque part, en mésopotamien, en chinois, en brahmi, avec les romains, ils sont particuliers. Pourquoi ils sont particuliers, ces trois nombres? Eh bien, on va voir ce qu'on appelle la perception immédiate. La perception immédiate, c'est, en anglais, subitizing. Cette perception immédiate, c'est la reconnaissance des quantités rapidement. C'est la reconnaissance, la perception immédiate. Hein. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une perception immédiate pour les quantités jusqu'à 3. Hein, vous voyez que le temps est de 600 millisecondes à peu près pour un 2, 3, et que ce temps croît très vite au-delà de 3. C'est-à-dire que quand vous avez, hein, je prends, par exemple, vous avez ces 3 barres, et bien ces 3 barres, vous les reconnaissez immédiatement. C'est ce qu'il y a des étoiles. Vous voyez, ce nombre d'étoiles, vous ne le reconnaissez pas immédiatement. Hein, le 1, vous le reconnaissez immédiatement. Hein. 4 étoiles non plus, vous ne reconnaissez pas immédiatement. Par contre, ces 3 barres, vous les reconnaissez immédiatement. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bébés de quelques mois reconnaissent les quantités immédiatement, jusqu'à 3. Hein, il y a des tas d'expériences qui ont été faites avec des écrans. Des bébés de quelques semaines reconnaissent les quantités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces quantités 1, 2 et 3 sont, je vous le montrerai tout à l'heure au tableau, sont perçues immédiatement, tout simplement, parce qu'on a une image technique en tête, et cette image technique, elle est innée. Elle ne s'apprend pas. Pour les quantités 1, 2, 3, on a une perception innée. Et c'est pour ça qu'on reconnaît immédiatement les quantités jusqu'à 3. Au-delà, eh ben, il faut le temps de compter. Les erreurs, quand vous avez des barres, hein, on a vu par exemple, hein, si je vous demande combien il y a de barres, ben, vous allez me répondre peut-être 8, peut-être 7, peut-être 9, mais il y aura un taux d'erreur, parce que si vous ne comptez pas, eh ben, c'est un calcul approché. Et
Donc pour 4, pour 5, pour 6 et au-delà, vous avez un taux d'erreur, c'est ce que ce graphique mesure le taux d'erreur, eh bien vous avez un taux d'erreur qui devient très vite très important pour reconnaître les quantités. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école ne tient pas compte de cette représentation innée. L'école construit, comme on l'a vu, les maths avec des symboles qui ne veulent rien dire. Or, le boulier, eh bien, le boulier va nous permettre de construire tout avec justement cette représentation qui est inscrite dans tous les cerveaux. C'est-à-dire que le boulier utilise les quantités 1, 2, 3, c'est tout. Le reste, il le construit, comme les chiffres romains d'ailleurs. Hein? Les chiffres romains, où est-ce qu'il est mon tableau? Où est-ce qu'il est mon tableau? Voilà. Vous voyez que les chiffres romains sont construits 1, 2, 3. 4, qu'est-ce que ça veut dire 4? Ah, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire 4? Eh bien, le chiffre romain 4, c'est écart de 1 pour aller à 5. On va revoir ça tout de suite, etc. Et vous reconnaîtrez la construction des chiffres romains avec la représentation qu'on va faire avec les mains. Voilà. Bien sûr, le cheval, c'est une abstraction empirique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on découvre la notion de cheval, on la met en correspondance avec le mot, eh bien, parce qu'on peut croiser des chevaux dans la rue, hein, où on voit des images de cheval, et donc les enfants peuvent construire cette abstraction de cheval, on appelle ça une abstraction empirique, parce qu'on peut croiser des chevaux dans la rue. Pareil pour les fleurs, très vite, l'enfant associe le mot de fleur avec les fleurs qu'il voit tous les jours. Par contre, la philosophie, est-ce que la philosophie est une abstraction empirique? Hein, on peut croiser des philosophes, mais on ne croise pas des philosophies. Hein. Donc, la philosophie, il faudra définir ce qu'est une philosophie, hein, ce qu'est la philosophie. Et là, c'est une abstraction pure et dure, hein, comme la construction d'autres mots abstraits. Hein, on cite la sémantique. La sémantique, c'est le sens des mots. Hein, un enfant va être obligé de définir ce qu'est une sémantique. On n'a pas de représentation mentale de ces mots-là. Hein, la philosophie, on n'a pas une représentation, on n'a pas d'image. Le phi de philosophie, en fait, le phi, c'est un symbole, hein, comme les chiffres. Donc, vous voyez la différence entre les chiffres romains qui sont parlants et les chiffres arabo-indiens qui ne veulent rien dire. Et toute notre construction s'appuie un peu là-dessus. Alors, les quantités 1, 2 et 3, on pourrait imaginer que c'est des abstractions empiriques qui se construisent. On reconnaît facilement les quantités 1, 2 et 3 parce qu'on les côtoie tous les jours. Le papa, la maman et moi, voilà, on pourrait imaginer que c'est ça. Non, c'est mieux que ça. 1, 2, 3, c'est inné. Comme la proprioception, qui est le sens de l'équilibre, on sait faire du vélo très rapidement parce que on a un sens inné de l'équilibre. Voilà. Donc, 1, 2, 3, c'est la même chose. Et aujourd'hui, l'école ne tient pas compte de cette propriété qui est innée, cette caractéristique innée du cerveau, enfin de cette caractéristique du cerveau, la capacité à reconnaître les quantités 1, 2 et 3. Voilà. Donc, on va regarder ça au tableau. Hop, je vais orienter peut-être un peu, voilà, ici, tac,
Tac. Voilà. Là, ça va être bon. Parfait. Donc, la représentation avec, peut-être avec le boulier, il y avait un document qui expliquait, je ne sais pas si vous l'avez reçu, on le joint maintenant avec tous les bouliers, mais on ne le faisait pas avant. Le cerveau humain, il a ses doigts et ses deux mains depuis, on va dire, les hominines, c'est depuis 7 millions d'années. Hein. Donc, on a ces images des mains qui sont devant nos yeux depuis très longtemps, ce qui explique qu'il peut y avoir des images qui se sont fixées et que l'on peut utiliser pour construire la numération. Malheureusement, on ne l'utilise pas. Alors, la représentation avec les doigts. Eh bien, la représentation avec les doigts, vous voyez là mes mains? Vous voyez mes mains? Oui, oui, oui. C'est petit, par contre. Ah, d'accord, il faut que je coupe l'écran. Il faut que je coupe l'écran. Il faut que je coupe l'écran. Tac. Alors, pam. Voilà. Tac. Voilà. Et là, vous avez le tableau en grand. Non, j'ai... Voilà, parfait. Oui, là, vous l'avez. Impeccable. Hein, vous avez le tableau en grand. Oui. Voilà, donc vous allez voir mes mains. Donc, la représentation des nombres, des quantités avec les doigts, vous connaissez, mais nous on a rajouté assez récemment une représentation. Hein, on est dans l'idée qu'il faut une représentation, il n'en faut pas 36. Donc, pour les doigts, eh bien on va représenter en fait, ça c'est 0, hein, parce qu'il n'y a pas de doigt levé. Ça, c'est la représentation de 1. La représentation de 2. Mais qu'est-ce que vous voyez en même temps? Vous voyez 3 choses. Vous voyez 2. Vous voyez le complément à 5. Et vous voyez le complément à 10. 5 doigts de la main, le poing fermé de la main gauche, et les 8 et les 3 doigts de la main droite. Donc, en fait, avec cette représentation, j'ai 3 nombres. J'ai 2, j'ai le complément à 5 de 2, et j'ai le complément à 10 de 2. D'accord? C'est fondamental. Ces images doivent être les images premières des représentations. Hein? C'est-à-dire que 1, hein, on pourrait, je vous ai parlé, donc 1, 2, 3, hein, vous voyez, 1, 2, 3, donc c'est les bases, la base qu'on va utiliser, eh bien, c'est même plus fort la main, puisque on voit en même temps le complément à 5, qui dans ce cas va être 4, hein, je vais le représenter avec 4 barres comme ça, et le complément à 10, qui va être 9, hein, je vais le représenter en chiffre romain, ou les Étrusques, ils écrivaient 9 comme ça. Hein. Donc, vous voyez que cette représentation, elle est très forte, hein, puisqu'on a 3 choses en une. Hein. Et les enfants, ils doivent absolument avoir cette image en tête. Ça va être la même, vous voyez. Hein. 3, eh bien, tout le monde est d'accord, c'est 3 doigts, complément à 5, 2, complément à 10, 5 et 2, 7. D'accord? Et ainsi de suite. Là, comment on lit ce nombre? Eh bien, ce nombre, on le lit un doigt replié. Donc, c'est le complément à 5 de 1, c'est 4. C'est-à-dire, c'est la signification du 4 romain. Le 4 romain, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire l'écart de 1 pour aller à 5. C'est-à-dire que c'est cette représentation. L'écart de 1 pour aller à 5. D'accord? Si j'efface avec les doigts, je ne vais plus avoir des doigts présentables. Alors, donc, le 4, c'est ça. Et la main fermée, donc ça, c'est la représentation. L'écart de 1 à 5, c'est 4. Et donc, la représentation, c'est 4. Je continue. Ça, c'est quoi? C'est 5 doigts levés. En fait, on ne voit pas 5, hein, puisqu'on est limité à 3. En fait, on voit qu'il n'y a pas de doigts repliés. Donc, c'est le complément à 5 de 0. Et le complément à 5 de 0, c'est 5 doigts. D'accord? Et le complément à 5 de 5, eh ben, c'est 5. Hein, à 10, c'est 5. Et lorsque j'en suis là, hein, je vais peut-être faire la même chose au boulier. Hein. Donc, on a bien vu 2, hein, par exemple, on peut compter. Hein, la représentation de 2. Vous voyez au boulier 2, et vous voyez en même temps le complément à 5. D'accord? Et on voit au boulier aussi le complément à 10. Hein, c'est-à-dire 8, on ne le voit pas, mais on sait que là, il y a un point fermé, puisqu'il n'y a pas d'inscription au boulier. Alors, petite précision, au boulier, on peut lire, d'abord on parle de perles, hein, c'est plus joli que boule ou je ne sais pas quoi, donc on parle de perles. Ça, vous voyez bien que c'est la même chose que les 5 doigts de la main, hein. 5 perles, c'est 5 doigts. Et quand on en arrive à 5, là, hein, c'était ça que je vous montrais, ça, c'est 5 doigts, 5 doigts. On fait un échange avec une main gauche. C'est-à-dire que 5, c'est ça, et j'échange contre une main gauche. Vous voyez? Ça vaut 5. Mais ça aussi, ça vaut 5. Mais c'est une main. Là, il y a 5 doigts, on ne peut pas les compter. On dit, pas de doigts repliés, donc c'est 5. Et là, c'est une main. Une main, on sait que c'est 5. D'accord? Et le chiffre romain, vous reconnaissez bien sûr le V romain. Hein, sur Internet, on voit on voit des bêtises de je sais pas quoi, de bâton de berger, des inscriptions. Le V romain, c'est la main. Le V romain. Ensuite, une main, donc il n'y a pas 3 mains là, il y a une main. Et on peut compter, on peut construire. Ça, c'est une main. Après, on peut construire. 7, c'est quoi? Eh bien, 7, c'est une main et 2 doigts. Hein, c'est ce qu'on construit au boulier, bien sûr. Qui marche. Oui, je voulais vous montrer la publication, hein, la publication de Anaé, donc qui date de juin 2009. Hein, et qui, Le Monde avait titré à l'époque « Une révolution en pédagogie ». Bon, ça n'a pas eu, comme beaucoup de... Ça n'a pas eu les conséquences qu'on aurait aimées, hein, au niveau de la pédagogie, mais bon. Donc, quand je représente 7, c'est une main et 2 doigts. Hein, une main et 2 doigts, voilà. Hein. Par contre, on ne voit pas le complément là, hein, alors qu'avec les mains, hein, vous voyez le complément à 10. Le complément à 10, c'est 3. Hein, d'accord? Et ici, quand j'inscris 7, une main et 2 doigts. Vous voyez, c'est la main gauche. Hein. Ça, c'est la main gauche, ça, c'est la main droite. Hein. Une main et 2 doigts, c'est vraiment la même représentation. Et on a le complément à 10, hein, qui apparaît en même temps. Donc, le boulier, c'est exactement la construction que l'on fait des nombres avec les mains. Simplement, le boulier, il est beaucoup plus fort. Hein. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on va
au-delà de 10 avec les mains, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, quand on est à 10, hein, je continue, une main et 3 doigts, une main et 4 doigts. Alors là, le raisonnement, il est que une main, un doigt replié, donc le complément à 5 c'est 4, et comme il y a une main, eh ben c'est 9. D'accord? Donc on est dans cette représentation, qui est un peu schématisée, hein, l'écart de 1 à 10. Hein. L'écart de 1 à 10, l'écart de 1 à 10, donc voilà, l'écart de 1 à 10, eh bien c'est une main et 4 doigts. D'accord? Et quand on arrive à 10, une main et 5 doigts, j'échange mes 5 doigts contre une main, hein, l'autre main. D'accord? Quand je suis à 10. Quand je suis à 10, là, j'ai une main et 5 doigts. Et à ce moment-là, j'échange mes 5 doigts contre l'autre main. Mes 5 doigts contre la main droite. Et j'ai 2 mains droites. Hein. Et en croisant les pouces, eh bien, vous retrouvez le X romain. Donc le X romain, c'est tout simplement, quand on fait en face comme ça, voilà, c'est les 2 mains, les 2 pouces croisés. Hein. Donc c'est pas des histoires de bâton de berger, c'est simplement les pouces croisés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à 10? Ben, pour les enfants, vous pouvez leur expliquer que, voilà, après 10, qu'est-ce qu'il y a? Ben, après 10, il y a, on peut checker, comme disent les Américains, avec la maman ou le papa, et on lui donne les 10 doigts, et on sait que la maman ou le papa, ils ont 10 doigts, même s'ils ont leurs mains dans leur poche, ils ont 10 doigts. Et à ce moment-là, voilà, et ben on check avec la maman, et la maman, elle a 10 doigts. Hein, mais elle n'a pas besoin de montrer ses 10 doigts. On sait qu'elle a 10 doigts. Et à ce moment-là, l'enfant, eh ben, il a à nouveau ses doigts disponibles pour continuer à compter ou à représenter les nombres. Hein. Donc, il y a une main, mais c'est ça qui est compliqué avec les mains, c'est qu'on ne voit pas les autres mains. Hein. Alors que le bouvier, lui, il a tout l'intérêt, c'est qu'il peut représenter donc il peut représenter les dizaines, les centaines et les milliers. Alors, on parle au bouvier d'unaire, ça c'est des unaires d'unité, unaire dizaine, unaire centaine, bon, c'est pas les mêmes couleurs hein, que votre bouvier, là, mais peu importe, c'est pas important les couleurs. Hein. Les couleurs, quand vous représentez l'image mentale des perles, vous ne voyez pas les couleurs. Hein. Les couleurs, c'est... Bon, il ne faut pas non plus trop perturber les enfants, mais voilà, c'est l'image du boulier. Il y a des couleurs. Oui, vous avez remarqué que sur le livre, c'est les anciennes couleurs, mais ce n'est pas perturbant du tout, puisque la représentation mentale ne se fait qu'avec les quantités. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec les enfants jeunes, on peut parler de doigts et de mains. Hein. Unaire et quinaire. Donc, on passe après au terme d'unaire. Pourquoi on a adopté un terme différent? Unaire, parce qu'il y a des unaires d'unité, des unaires de dizaines, des unaires de centaines, des quinaires d'unité, des quinaires de dizaines, des quinaires de centaines. Voilà. Alors, le boulier... Excusez-moi, le boulier... Ça a été inventé au XIIIe siècle, à partir des chiffres romains, à partir de l'abaque romain, à partir des baguettes, on va reparler, des baguettes chinoises. Donc les Chinois ont inventé le boulier. En reprenant tous ces différents éléments, eh bien, si vous tenez compte du fait, hein, vous avez bien compris qu'il n'y a aucune représentation au-delà de 3. Hein. 3, voilà, cette représentation, par exemple, hein, ce nombre, eh bien, 528 ou 728, vous voyez bien qu'il n'y a jamais plus de 3 perles à prendre en compte. Hein. Là,
une paire quinaire, donc c'est 500 hein, dans cette colonne. Là, 2 paires lunaires, c'est 2, donc une quinaire et 2, c'est 7. Là, 2 unaires, 2 dizaines, ben, c'est 20. Et là, une quinaire et 3, c'est 8. Hein, mais on lit bien, comme les chiffres romains, on lit bien, on construit. Hein, 8 se construit. Une main et 3 doigts. Hein, une main et 3 doigts. Voilà, donc il n'y a aucune utilisation des quantités au-delà de 3. C'est ça qui fait toute la force, si vous vouliez. C'est qu'on construit tout à partir de 3. Mais ce n'est pas la première fois qu'on construit les nombres à partir de 3. Les Mésopotamiens comptaient leurs phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez 4, 3 phalanges à chaque doigt, 4 doigts, 4 fois 3, 12. Ça vous dit rien, 12 les douzaines, douzaine 2, etc. Un douzième, les fractions en douzième, avant, c'était tout en douzième. Et de l'autre côté, il y a une main avec 5 doigts. Première douzaine, deuxième douzaine, troisième douzaine, quatrième douzaine. C'est-à-dire que si je représente ce nombre, par exemple, ce nombre, eh bien, avec les Mésopotamiens, pouvaient représenter les nombres jusqu'à 5 fois 12, donc 60. Hein, ça vous rappelle quelque chose, 60 60 secondes, 60 minutes, 60 degrés, etc. Donc, ça vient du système de représentation des Mésopotamiens qui était basé sur ces 3 phalanges. Hein. Donc, voilà, c'est pas le hasard, hein, c'est comme ça que ça s'est construit. Et si je veux savoir quel est le nombre que je représente avec les chiffres mésopotamiens, eh bien c'est 3 douzaines, donc 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc c'était un système qui était très fort. Hein, vous voyez qu'avec mes 2 mains, je pouvais aller jusqu'à représenter les quantités jusqu'à 60. Alors que nous, notre système décimal est un peu limité. C'est pour ça que le boulier permettait d'aller plus loin. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà, on a découvert à peu près le boulier. Mais surtout, Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.